Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez costaud. Comment accompagner ces ados qu'on dit parfois incassables Oui, ces jeunes avec des parcours très très compliqués, marqués par le chaos, les traumatismes. et qui souvent rejettent violemment le lien, alors qu'en fait, c'est ce dont ils auraient le plus besoin. On a pas mal épluché un guide pratique pour les profs qui débutent. Survivre et réussir dans l'accompagnement des jeunes en très grande difficulté. Un titre assez parlant. Carrément. Notre idée, c'est d'en extraire des repères concrets, des stratégies qui marchent, et peut-être une sorte de philosophie d'intervention, quoi, pour s'y retrouver. Oui, Parce que c'est ça le paradoxe, hein. Crée du lien avec quelqu'un qui te repousse, qui teste tout le temps tes limites. et qui se méfie fondamentalement des adultes. Exactement. Fiable, sécurisant, D'accord. pour que eux, ils puissent commencer à se reconstruire. D'accord. On parle de jeunes qui ont parfois vécu 10, 15 placements différents. 15, oui. C'est énorme. Énorme. Des ruptures constantes, des violences, des manques affectifs terribles. Alors leur colère, même quand elle explose, elle est rarement dirigée contre la personne en face. C'est plus large que ça. C'est une rage contre un système, contre une vie qui les a vraiment abîmés, profondément. Alors comment on fait concrètement, sur le terrain? Le guide, il commence par les postures éducatives. Les bases, quoi. C'est ça, les fondamentaux. Et la toute première, c'est cette idée de disponibilité, de présence continue. Être là, quoi qu'il arrive. Ça a l'air simple dit comme ça. Mais ça demande une constance. À toute épreuve. Tenir ses engagements, même les plus petits. Ne pas promettre en l'air. Et le guide insiste beaucoup sur les moments informels. Oui, j'ai noté ça aussi, c'est intéressant. Préparer un repas ensemble, un trajet en voiture, faire les courses. Des trucs du quotidien, en fait. Exactement. Ces moments à côté, ils sont souvent bien plus riches pour tisser du lien que les entretiens formels un peu trop cadrés parfois. Il y a l'exemple de Julien dans le guide, non? Ce jeune de 15 ans. Oui, qui refuse tout entretien, mais qui se met à parler de sa passion pour la cuisine en faisant les courses avec son éducateur. C'est très parlant. Ça montre que c'est pas juste être corvéable, comme le dit le guide. Non, c'est offrir une qualité de présence. Fiable. Humaine. Que le jeune voit l'humain derrière l'uniforme du pro. Et cette fiabilité, ça devient une sorte d'encre pour eux. Une encre dans leur chaos. J'aime bien l'image. C'est un peu ça. Et ça nous amène à la deuxième posture qui est, encore plus exigeante, j'ai l'impression. L'attachement inconditionnel. Ah, celle-là. Accueillir le jeune sans jugement. Toujours distinguer la personne de ses actes. Ça, c'est un vrai défi. Colossal. On peut, et même on doit, désapprouver un comportement grave, dire stop, mais sans jamais remettre en cause la relation elle-même. Le guide donne des exemples de phrases du genre ce que tu as fait là, c'est pas acceptable, mais toi, tu restes important pour nous. Oui, c'est ce type de message. Mais ça demande une solidité intérieure incroyable. Phénoménal, oui. Parce qu'ils vont la tester, cette solidité. Ils vont provoquer, rejeter, pour voir si c'est du vrai ou si ça va craquer. Pour vérifier si l'attachement est réel, quoi. Exactement. Et il y a une nuance hyper importante que le guide souligne. Attention, attention, à ne pas critiquer la famille, les parents. Même si l'histoire est terrible, Surtout si l'histoire est terrible. Le jeune y porte une loyauté, souvent inconsciente, même à des parents très défaillants. Critiquer les parents, c'est critiquer lui au fond. d'accord, choix. Le but de cet attachement inconditionnel, c'est de combattre cette petite voix qu'ils ont tous en eux. Je suis mauvais, je suis nul, je vaux rien. On essaye de leur renvoyer une image de valeur, malgré tout. Donc présence constante, attachement inconditionnel, mais pas n'importe comment. Le troisième point clé, c'est le cadre. Le fameux cadre. Un cadre clair, ferme, mais bienveillant. Le guide le décrit pas comme une prison, plutôt comme une structure qui contient. Qui rassure. Surtout pour des jeunes qui n'ont connu que l'imprévisibilité et le chaos. Un cadre stable, ça peut être hyper sécurisant. À quelles conditions alors pour qu'il soit efficace? Le guide en donne 3. Il doit être explicite, les règles sont connues, comprises par tout le monde. Cohérent, appliqué par tous les adultes de façon stable dans le temps, et prévisible. Les conséquences d'un écart sont connues à l'avance. Et cette idée de fermeté bienveillante? C'est tenir les limites, fermement, mais sans agressivité, sans hurler, en expliquant le pourquoi. L'heure du coucher, c'est pour que tu puisses récupérer, être en forme demain. Ce n'est pas juste une règle arbitraire pour embêter. D'accord. Et le guide insiste sur 3 piliers pour ce cadre ferme. La prévisibilité, on l'a dit, la proportionnalité des conséquences, pas une punition disproportionnée, et surtout la réparation. La réparation, c'est-à-dire. Après la sanction, après la conséquence, il faut reconstruire quelque chose, pas laisser la rupture s'installer.
C'est étonnant, mais ce cadre, ça rassure énormément ceux qui sont habitués au n'importe quoi. Et tout ça, on le fait pas seul dans son coin, on est d'accord. Ah non, surtout pas. Le quatrième point fondamental du guide, Le travail en équipe. pluridisciplinaire. C'est la base de la survie dans ce métier, clairement. L'isolement, c'est le chaos assuré. Garanti. Pourquoi c'est si crucial? Parce que ces jeunes sont experts pour repérer la moindre faille, la moindre incohérence entre les adultes. Et ils s'y engouffrent direct. Ah oui, le fameux diviser pour mieux régner. Exactement. Donc la cohérence de l'équipe, c'est vital. Et puis la richesse des regards croisés. Le psy, l'éduc, l'enseignant, l'infirmier, chacun apporte sa pierre. Ça permet d'avoir une vision à 360 degrés, de mieux comprendre ce qui se joue vraiment. Et de partager aussi, j'imagine. Les doutes, les difficultés. Mais oui, et les réussites aussi, il faut pas les oublier. Oser dire en réunion, là, avec Kevin, je suis perdu, je sais plus quoi faire. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. C'est faire confiance à l'équipe. L'équipe comme filet de sécurité. C'est ça. Un lieu pour penser ensemble, se soutenir et parfois juste se relayer quand on est à bout. Le guide donne des exemples concrets. Sarah, 14 ans, qui confie à son éduc qu'elle fume en cachette et lui demande de rien dire. Le test de confiance classique. Voilà. Et la réponse suggérée, c'est pas de la balancer, hein. C'est de travailler avec elle cette tension entre confiance et responsabilité d'adulte. Et de lui proposer de l'accompagner pour en parler en équipe. C'est subtil. Très subtil, oui. Ça demande de la finesse. Ou l'autre exemple, Kevin, 16 ans, qui explose et démolit sa chambre. La crise de violence. La première réaction préconisée, c'est le calme. Valider l'émotion, je vois que tu es hors de toi, sans pour autant cautionner l'acte. Surtout pas. Laisser la pression retomber. Et c'est seulement après qu'on aborde la réparation. Oui, et pas juste comme une punition, mais comme un acte symbolique. Réparer l'objet cassé, c'est aussi une façon de commencer à réparer le lien que la violence a abîmé. C'est une approche très constructive, je trouve. Tout à fait. Et justement, en parlant de violence et de difficultés, le guide a un chapitre entier sur les erreurs à éviter absolument. Ah oui, les pièges à ne pas tomber dedans. La première, c'est la réaction en miroir. Le jeune crie, on crie plus fort. Il rejette, on le rejette en retour. C'est tentant, hein, c'est humain. Tellement tentant, mais c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que ça valide complètement sa vision du monde. Ah bah voilà, les adultes sont bien comme je pensais. Impulsifs, imprévisibles, dangereux. Ils sont passés maîtres dans l'art de l'escalade. Si on rentre là-dedans, on a déjà perdu. Alors l'alternative, c'est quoi? C'est ce que le guide appelle la fermeté tranquille. Garder son calme intérieur, même si on est secoué. Ça veut dire respirer, faire une pause, parfois juste baisser le ton de sa propre voix. Répondre à la colère par le calme, au rejet par la constance. C'est pas facile ça. Non, c'est un entraînement constant. Le guide propose même une petite technique de désescalade en 3 temps. Oui, c'est assez utile. D'abord, 1. Accuser réception de l'émotion. Dire « je comprends que tu sois en colère » ou « frustré Ok? ». Ensuite, 2. Poser la limite clairement. Mais je ne peux pas accepter que tu me parles comme ça ou que tu casses des choses. Ferme mais calme. Voilà. Et 3. Proposer une alternative ou un report. On en reparle plus tard quand tu seras calmé ou viens, on va faire un tour. Ça demande un sacré contrôle de soi quand même. Énormément. Mais il faut savoir que le calme de l'adulte, ça peut avoir un effet incroyablement apaisant sur un jeune en pleine tempête. C'est presque contagieux en fait. Dans le bon sens du terme alors. Oui. Deuxième erreur fatale pointée par le guide, se laisser déborder par l'affect. L'empathie, oui, mais sans cadre. C'est ça. Le risque, c'est de pleurer avec un jeune, de fusionner avec sa souffrance, ou pire, de partager sa rage contre le système. Et pourquoi c'est contre-productif? Parce que le jeune, il n'a pas besoin d'un copain ou d'un autre enfant pour partager sa galère. Il a besoin d'un adulte solide, d'un roc, d'un repère stable sur lequel s'appuyer. Donc il faut trouver la bonne distance. La juste distance, exactement. Montrer qu'on est touché humainement. Ce que tu vis est difficile, ça me touche, mais sans jamais quitter sa place d'adulte référent. Et maintenant, en tant qu'adulte responsable de ton accompagnement, voilà ce que je te propose. Cette clarté des rôles, elle protège tout le monde en fait. Oui, le jeune comme le professionnel, on n'est ni son ami, ni son parent, ni son sauveur. Surtout pas son sauveur. On y reviendra sur le sauveur. Mais d'abord, la troisième erreur fondamentale selon le guide, rompre le lien après un passage à l'acte grave. Ah, celle-là, elle est contre-intuitive pour beaucoup. Oui, on pourrait penser qu'après une agression, une fugue qui met en danger, il faut marquer le coup fort, par une rupture, même temporaire, pour qu'ils comprennent. Et c'est là que le guide propose un vrai renversement de perspective.
Il dit que c'est justement après l'acte grave que le maintien du lien est le plus crucial. Pourquoi? Parce que le jeune, il s'attend au rejet. C'est souvent le scénario qu'il a toujours connu. J'ai fait une grosse bêtise, donc on va me laisser tomber. D'accord. Si malgré la gravité de l'acte, qui doit avoir des conséquences, si malgré ça, la relation tient bon, l'adulte reste là, ça crée ce que le guide appelle une dissonance cognitive. Et elle est hyper importante. Une dissonance cognitive. C'est un peu un bug dans son système, quoi. C'est un peu ça, oui. Le jeune pense « Waouh, j'ai vraiment dérapé, normalement on me vire, on m'abandonne, mais là ils sont toujours là, ils ne me lâchent pas, ça ne colle pas avec mon logiciel habituel. » J'ai fait quelque chose de mal, mais on ne me réduit pas à ça. La relation est plus forte. C'est exactement ça. Ça ne veut pas dire qu'on banalise l'acte, attention, il y aura des conséquences, on travaille sur la réparation, mais le message de fond c'est « Même quand tu dérapes fort, on ne t'abandonne pas. » Et c'est ça qui peut, tout doucement, construire une sécurité intérieure qu'ils n'ont jamais eue. C'est puissant comme idée. Oui, très. Quatrième erreur, on en a déjà un peu parlé, travailler seul. Le guide le martèle. Oui, l'héroïsme solitaire, c'est direct vers le burn-out. Et en plus, c'est inefficace. L'équipe, le collectif, c'est non négociable. Penser ensemble, décider ensemble, se soutenir. Voilà, la cohérence de l'équipe, c'est la meilleure protection pour tout le monde, les jeunes comme les pros. Et la cinquième erreur, on y vient, vouloir sauver le jeune à tout prix. Ah, le fameux syndrome du sauveur. Le piège. Le piège narcissique, oui. Le professionnel qui veut être celui qui va réussir là où tous les autres ont échoué. Le guide recadre bien. Notre rôle, c'est d'accompagner, d'offrir des opportunités, pas de sauver. C'est le jeune, l'acteur principal. Toujours. Et ça implique aussi d'accepter parfois que le jeune ne soit pas prêt, qu'il refuse l'aide. On maintient l'offre, on laisse la porte ouverte, mais on ne peut forcer personne à changer. Et l'impact, il n'est pas toujours immédiat. Exactement. L'impact de notre travail, on le mesure parfois des années plus tard. On sème des graines, quoi, même si on ne voit pas la récolte nous-mêmes. Pour tenir dans ce contexte hyper exigeant, le guide propose aussi un petit manuel de survie pour les professionnels. Oui, des outils concrets pour pas y laisser sa peau. Gérer son propre stress d'abord. Apprendre à reconnaître ses propres signaux d'alerte. Avoir des petites techniques de retour au calme rapide. L'expiration par exemple. Des choses simples mais vitales. Et surtout, débriefer après les crises. Ne pas tout garder pour soi. Et essayer de ne pas ramener tout ça à la maison. Plus facile à dire qu'à faire ça. Oui, mais essentiel. Le guide suggère même un petit exercice de recentrage, le 5-4-3-2-1. Ah oui, c'est quoi? En situation de stress intense ou juste pour se calmer, on prend 1 minute pour nommer consciemment 5 choses qu'on voit autour de soi. Puis 4 sons qu'on entend, 3 textures qu'on peut toucher, 2 odeurs qu'on sent et un goût qu'on a en bouche. Ça paraît tout bête. Ça l'est, mais ça ramène brutalement l'essence dans l'instant présent, ça ancre et ça calme le système nerveux. C'est un petit outil simple à avoir dans sa poche. Pas mal. Autre élément de survie, s'appuyer sur les rituels et les activités. Ah oui, très important. Les rituels. Le bonjour du matin, le petit bilan du soir, fêter les anniversaires, même modestement, ça donne une structure, une prévisibilité, ça rassure. Ça donne du sens au temps qui passe. Et les activités, le foot, la cuisine, le jardinage, peu importe, c'est pas juste pour occuper le temps. Surtout pas. Ce sont des supports éducatifs incroyables pour travailler les règles, la gestion de la frustration, la coopération, l'estime de soi, l'autonomie. À condition de les penser comme tels, bien sûr. Pas juste comme une animation. Exactement. Il faut une intention éducative derrière. Et pour désamorcer les conflits, le guide rappelle aussi des techniques de base, non? Oui, des classiques, mais toujours utiles. Déjà, la prévention. Essayer de repérer les signes avant-coureurs d'une crise. Intervenir avant que ça n'explose. Agir tôt. Oui. Et face à la provocation directe, la technique du disque rayé. Répéter calmement la même limite, la même phrase « Je ne te laisserai pas me parler sur ce ton » sans se laisser embarquer dans l'argumentation ou l'escalade. Ça demande du sang-froid. Oui. Parfois, la diversion marche aussi. Changer de sujet, proposer une activité physique, l'humour, mais avec beaucoup de prudence. Faut pas que ça soit mal interprété. Exactement. Et puis, il y a la méthode DESC pour formuler une demande ou un reproche de façon constructive. DESC, D comme décrire la situation objectivement, quand tu claques la porte en arrivant. E comme exprimer son ressenti, je me sens agressé et c'est désagréable. S comme spécifier le comportement souhaité, j'aimerais que tu essayes de la fermer doucement. C comme conséquence positive,
Comme ça, on pourra commencer notre discussion plus calmement. C'est structuré, ça aide à pas partir dans l'émotionnel. Ça aide beaucoup, oui. Et bien sûr, le point ultime pour survivre à long terme, se protéger du burn-out. Le risque numéro 1 dans ces métiers. Reconnaître les signaux, la fatigue qui ne passe pas, le cynisme qui s'installe, la perte de sens, l'irritabilité. Le guide insiste énormément sur la supervision et les groupes d'analyse de la pratique, les GAP. Ces espaces sont absolument vitaux. C'est là qu'on peut déposer ce qui est lourd, prendre du recul, réfléchir avec d'autres, partager les difficultés sans jugement, retrouver de l'air, de la créativité aussi. Il faut parfois militer pour en avoir si ça n'existe pas dans la structure. Oui, c'est un droit et une nécessité professionnelle, tout comme préserver sa vie personnelle. Le guide le dit et le redit. Savoir couper. Couper, éteindre. Éteindre le téléphone pro, avoir des sas de décompression entre le travail et la maison, cultiver des centres d'intérêt qui n'ont rien à voir. C'est pas du luxe, c'est une condition sine qua non pour rester un professionnel suffisamment bon, comme disait Winnicott, sur la durée. L'équilibre personnel comme carburant. Exactement. Sans ça, on grille. Le guide propose même des petites checklists pratiques, j'ai vu, pour s'auto-évaluer avant, pendant, après le service. Oui, des outils très concrets pour aider surtout les débutants à garder le cap, à structurer leurs pensées. D'ailleurs, pour rendre tout ça encore plus concret, regardons un ou deux cas pratiques qui sont dans le guide. Kevin, 15 ans, qui fugue pour la 3e fois. Il revient après 48 heures, épuisé. Situation classique et toujours délicate. La réaction immédiate recommandée par le guide, surtout pas le sermon, mais un accueil centré sur le care, sur le soin. C'est ça. Est-ce que ça va? T'as besoin d'une douche, de manger quelque chose? La priorité, c'est la sécurité, la santé. Créer cette fameuse dissonance positive par la bienveillance. Avant d'annoncer calmement, bon, on va laisser passer la nuit et demain on en parle en équipe pour voir les suites. Exactement. Pas de discussion à chaud sur les raisons ou les conséquences. D'abord, le soin et le cadre sécurisant du retour. Et la suite, à moyen terme. C'est un entretien, souvent à 2 éducateurs, pour essayer de comprendre sans juger. Aide-nous à savoir ce qui t'a poussé à partir. Qu'est-ce qui était si difficile pour toi ici à ce moment-là? Comprendre, pas punir. Voilà. Et ensuite, l'étape clé. Co-construire un protocole pour la prochaine fois. Ok, quand tu sens que ça va exploser, que tu as envie de partir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour que tu n'aies plus besoin de fuguer? Impliquer le jeune dans la solution. C'est ça. Les conséquences de la fugue deviennent alors plus éducatives. Par exemple, participer activement à l'élaboration de ce protocole plutôt que purement punitive, comme une privation de sortie qui risque juste de... Et de lui donner encore plus envie de fuguer la prochaine fois. Exactement, c'est une logique de responsabilisation, pas juste de sanction. Autre exemple. Maxime, 16 ans. Refus total. Il ne sort plus de sa chambre, ne participe à rien, mutique. Le mur. L'approche immédiate, préconisée, surtout pas l'affrontement direct. Pas le « allez, sors de là » ou Non, ça braquerait encore plus. Le guide suggère plutôt de valider son droit, paradoxalement. « valider Oui, dire quelque chose comme « Ok Maxime, j'entends que tu n'as pas envie de sortir pour l'instant, c'est ton droit. Sache que je suis là, la porte reste ouverte si tu changes d'avis. » Maintenir le lien, mais sans forcer. » Laisser la porte ouverte, littéralement et métaphoriquement. C'est ça. Et négocier des micro-pas, des choses minimales. Juste venir manger avec nous, 5 minutes. La stratégie des petits pas. Une dépression masquée? C'est rarement juste de la mauvaise volonté. Très rarement. Il faut creuser, en partant de ces rares centres d'intérêt s'il en a, même minimes. Mais ça demande une patience et une coordination d'équipe sans faille. En refermant ce guide, ce qui me reste le plus, c'est cette idée, forte je trouve, que derrière chaque comportement, même le plus difficile, le plus extrême, il y a toujours un potentiel de vie, une possibilité de transformation. Oui, absolument. Et que le rôle du professionnel, finalement, c'est peut-être moins de faire des choses que de créer un environnement. Un terreau, quoi. Suffisamment solide, suffisamment bienveillant. Pour que cette petite étincelle d'humanité, souvent bien cachée, puisse reprendre racine et se remettre à grandir. C'est un peu ça l'idée. Ça demande une sacrée dose d'humilité, non? Énormément. Ces jeunes, ils nous bousculent. Ils nous obligent à être créatifs, à remettre en question nos certitudes, nos méthodes toutes faites. En fait, ils nous rendent meilleurs professionnels, plus humains, si on accepte de se laisser enseigner par eux. C'est une belle façon de voir les choses. Et il faut garder en tête que notre impact, il n'est pas toujours visible, pas toujours immédiat. On sème des graines. On ne sait jamais quand ni comment elles vont germer. Parfois, c'est des années après notre passage dans leur vie. D'où l'importance capitale, et le guide le répète sans cesse, de 2 choses.
La persévérance Tenir bon, être constant, fiable, tenir ses promesses. et la force du collectif. L'équipe. L'équipe comme ressource, comme lieu de soutien, comme garde-fou, comme cerveau collectif aussi. Sans ça, vraiment, on ne tient pas longtemps. C'est le message clé. Pour ceux qui voudraient aller plus loin d'ailleurs, le guide cite quelques références vraiment passionnantes. Les travaux d'Yvonne Ward sur l'attachement, ceux de Maurice Berger sur ses enfants qui nous poussent à bout, ou de Philippe Jamet sur la souffrance adolescente. De quoi nourrir la réflexion, effectivement. Oui, pour approfondir. Merci beaucoup pour cette exploration. Si on devait retenir une seule idée de tout ça, ce serait peut-être, face à cette complexité, face à cette souffrance, la réponse tient en quelques mots, constance, cadre bienveillant et surtout, le collectif. C'est une excellente synthèse. Et peut-être une dernière pensée pour la route. Au-delà du succès ou de l'échec qu'on peut percevoir sur le moment, comment on évalue vraiment l'impact à long terme d'une présence qui a été fiable, d'un attachement qui a tenu bon, même dans la tempête? Qu'est-ce que cette confrontation à la résilience, mais aussi à la fragilité humaine, nous apprend sur la nature même de la confiance, bien au-delà du seul travail social finalement? Bonne question à méditer. Merci.